Pourquoi Nelson Mandela décida de divorcer Winnie? La lettre de Winnie à son amant déclenchant tout. Le 11 février 1990, le monde entier a retenu son souffle. Nelson Mandela, après 27 années d'incarcération, franchissait les portes de la prison de Victor Verster, la main fermement tenue dans celle de sa femme, Winnie. Le poing levé, leur visage mêlant détermination et soulagement, ils incarnaient la victoire imminente contre l'apartheid. Cette image, diffusée sur tous les écrans de la planète, est devenue le symbole ultime de la résilience, de l'amour triomphant de l'oppression et de l'espoir d'une nouvelle Afrique du Sud. Pourtant, derrière la façade de cette union mythique se cachaient des fissures profondes, des blessures inguérissables et des divergences si fondamentales qu'elles allaient, en l'espace de 2 ans, faire voler en éclats ce couple légendaire. Le divorce de Nelson et Winnie Mandela, prononcé en mars 1986, ne fut pas le résultat d'un seul événement, mais l'aboutissement tragique d'un long processus de séparation physique, psychologique et idéologique. Si la découverte d'une lettre passionnée de Winnie à son jeune amant, l'avocat Dali Mpofu, fut le catalyseur final, la véritable histoire de leur rupture est une tragédie complexe, tissée des filles de la lutte, de la violence, de la solitude et de 2 transformations personnelles radicalement opposées. Pour comprendre la fin de ce mariage, il faut remonter bien au-delà de la libération de Mandela et analyser comment 27 années de séparation ont forgé 2 individus que tout ou presque finirait par opposer. 27 ans de séparation. La création de 2 mondes. La raison la plus fondamentale et la plus inéluctable de leur divorce réside dans l'abîme creusé par près de 3 décennies de séparation forcée. Lorsqu'en 1964, Nelson Mandela est condamné à la prison à vie, il laisse derrière lui une jeune épouse, mère de 2 petites filles. Durant ces 27 années, leurs vies ont suivi des trajectoires non seulement parallèles, mais diamétralement opposées, façonnant leur caractère, leur vision du monde et leur méthode de manière irréconciliable. Nelson Mandela, la transformation en homme d'État. En prison, et particulièrement à Robben Island, Nelson Mandela a vécu dans un environnement paradoxalement structuré et discipliné. Bien que brutal et déshumanisant, le régime carcéral lui a imposé, ainsi qu'à ses codétenus de l'ANC, Congrès national africain, un cadre de réflexion intense. Ils ont transformé leur prison en une université politique. Mandela a eu le temps de lire, d'étudier, de débattre et de méditer. Il a affiné sa pensée politique, passant d'un jeune révolutionnaire à un stratège patient et un négociateur hors pair. Son long isolement l'a protégé des compromis sordides et de la violence chaotique du combat quotidien à l'extérieur. Il est devenu un symbole pur, une icône intouchable, dont l'autorité morale grandissait avec chaque année passée derrière les barreaux. Il a appris à maîtriser ses émotions, à comprendre ses ennemis et à envisager un avenir basé sur la réconciliation plutôt que sur la vengeance. L'homme qui est sorti de prison en 1990 n'était plus le même que celui qui y était entré. Il était devenu un homme d'État en attente, un patriarche dont la vision dépassait la simple colère pour embrasser la complexité de la construction d'une nation. Winnie Mandela. La forge brutale du front. Pendant ce temps, Winnie vivait une réalité totalement différente. Elle n'a pas eu le luxe de la réflexion protégée. Restée à l'extérieur, elle est devenue le visage public de la lutte, le porte-voix de son mari emprisonné. Mais ce rôle a eu un coût exorbitant. Elle fut la cible d'une campagne de harcèlement systématique et brutale de la part du régime de l'apartheid. Elle a subi des arrestations répétées, des mois d'isolement cellulaire, des tortures, des bannissements qui l'ont exilée dans la petite ville de Brantford et une surveillance constante. Cette persécution incessante l'a endurcie. Pour survivre, elle a dû devenir aussi dure que ses oppresseurs. Contrairement à Nelson, qui était entouré de camarades partageant sa discipline intellectuelle, Winnie était souvent seule, entourée par la violence, la trahison et la peur. Elle est devenue une combattante de première ligne, une figure charismatique et impitoyable, baptisée mère de la nation. Sa vision de la lutte s'est radicalisée au contact direct de la brutalité du système. Pour elle, la négociation et la réconciliation semblaient une abstraction lointaine face aux massacres dans les townships et à la violence quotidienne. Elle est devenue une femme de guerre,
habitué à donner des ordres, à inspirer la crainte et à utiliser des méthodes expéditives. Le creuset brutal des années 1980 l'avait transformé en une figure politique autonome, puissante, mais aussi profondément controversée. Lors de leur retrouvaille en 1990, ce n'était pas seulement un mari et une femme qui se retrouvaient, mais deux mondes, deux philosophies et deux expériences de la lutte qui entraient en collision. Ils étaient devenus, en substance, des étrangers. La dérive politique est l'affaire Stompie Seipei, le point de rupture morale. Si la séparation physique a créé la distance, les actions de Winnie durant les années 1980 ont creusé un fossé moral et politique que Nelson Mandela ne pouvait ignorer. Sa radicalisation a culminé avec la formation du Mandela United Football Club, MUFC, un groupe de jeunes hommes qui agissaient officiellement comme ses gardes du corps, mais qui se sont rapidement transformés en une sorte de milice privée, semant la terreur dans le township de Soweto. Leur réputation sulfureuse a atteint son paroxysme avec l'affaire Stompie Seipei. En décembre 1988, Stompie, un jeune activiste de 14 ans, fut enlevé avec 3 autres jeunes par des membres du MUFC et emmené au domicile de Winnie Mandela. Accusé d'être un informateur de la police, il y fut sauvagement battu. Quelques jours plus tard, son corps fut retrouvé dans un champ, la gorge tranchée. Cette affaire fut une catastrophe pour l'image de Winnie et par extension pour celle de l'ANC. Winnie a toujours nié avoir participé au meurtre ou l'avoir ordonné, mais elle fut reconnue coupable en 1991 de complicité d'enlèvement et de coups et blessures. Sa condamnation initiale à 6 ans de prison fut commuée en appel en une simple amende. Pour Nelson Mandela, dont l'ensemble du combat reposait sur des principes de justice, de dignité humaine et de supériorité morale face à un régime barbare, cette affaire était une souillure insupportable. À sa libération, il a d'abord tenté de la défendre publiquement, par loyauté et par nécessité politique. Mais en privé, la situation était intenable. Comment pouvait-il prêcher la réconciliation et la justice tout en vivant avec une femme dont le nom était associé à la torture et au meurtre d'un enfant? Les leaders de l'ANC et les organisations anti-apartheid du monde entier, qu'il avait autrefois vénérées, prirent leur distance. Le mouvement démocratique de masse, MDM, une coalition d'organisations anti-apartheid, l'a publiquement désavoué. Cette affaire a isolé Winnie et a placé Nelson Mandela dans une position moralement et politiquement impossible. C'était une tâche sombre qui refusait de disparaître et qui minait sa propre autorité. Au-delà du crime lui-même, l'affaire Stompie a mis en lumière une divergence politique fondamentale. Winnie incarnait une frange radicale de la lutte qui prônait la violence sans compromis. Sa tristement célèbre déclaration de 1986, « Avec nos boîtes d'allumettes et nos colliers, nous libérerons ce pays », faisant référence au supplice du collier, un pneu enflammé placé autour du cou des collaborateurs présumés, était en totale contradiction avec la stratégie de négociation prudente que Mandela et l'ANC commençaient à envisager. À sa sortie de prison, Mandela devait unifier toutes les factions. Or, sa propre femme représentait l'aile la plus extrémiste et la plus difficile à contrôler. Les illusions de la réunion, choc des personnalités et des modes de vie, 1990-1992. Les 2 années qui ont suivi la libération de Mandela furent une tentative douloureuse et finalement vaine de recoller les morceaux d'un mariage brisé. L'euphorie des premiers jours a rapidement laissé place à une réalité décevante et conflictuelle. Nelson Mandela, âgé de 71 ans, aspirait à une vie de discipline et de calme relatif pour se concentrer sur la tâche herculéenne des négociations constitutionnelles. Ces décennies en prison lui avaient appris à apprécier l'ordre, la ponctualité et la solitude réfléchie. Il se levait tôt, suivait une routine stricte et avait besoin de sérénité pour mener à bien sa mission historique. Winnie, de son côté, était habituée à un tout autre rythme. Âgée de 53 ans, elle était au sommet de sa propre puissance. Sa vie était un tourbillon constant d'activités politiques, d'apparitions publiques et de réunions. Leur maison à Soweto était perpétuellement envahie par un entourage de conseillers, de partisans et de jeunes militants. Ce chaos, qui était le moteur de Winnie, était une source d'agacement et de perturbation profonde pour Nelson.
Leur style de vie était devenu incompatible. Des anecdotes révélatrices ont émergé plus tard. Mandela se plaignait de ne jamais pouvoir être seul avec sa femme, qu'elle rentrait tard sans prévenir, et qu'elle gérait les finances du ménage de manière extravagante et opaque. Il découvrit une femme qu'il ne connaissait pas, dépensière, entourée d'une cour de fidèles et peu encline à se plier aux désirs d'un mari qu'elle n'avait pas vu depuis près de 30 ans. De plus, Winnie supportait mal de passer au second plan. Après avoir été le centre de la résistance pendant des années, elle était désormais la femme de Nelson Mandela. Elle critiquait ouvertement, et parfois publiquement, les compromis que son mari faisait. Elle voyait sa politique de réconciliation, notamment ses rencontres avec les anciens dirigeants de l'apartheid, comme une forme de trahison envers ceux qui avaient le plus souffert. Cette opposition politique au sein même de son foyer était une source de tension constante pour Mandela. Le coup de grâce, l'affaire d'Ali Mpofu et l'humiliation publique. C'est dans ce contexte de tensions extrêmes qu'est survenue la révélation qui allait rendre toute réconciliation impossible. Winnie Mandela entretenait une liaison passionnée avec Dali Mpofu, un jeune avocat charismatique de 35 ans son cadet, qui était également son adjoint au sein du département des affaires sociales de l'ANC. La liaison en elle-même aurait pu être gérée en privé. Cependant, c'est la découverte d'une lettre écrite par Winnie Mpofu qui a tout fait basculer. Cette lettre, dont des extraits ont fuité dans la presse, était dévastatrice à plusieurs niveaux. Premièrement, elle confirmait sans l'ombre d'un doute une infidélité éhontée, comme le décrira plus tard Mandela. Pour un homme de sa génération et de sa stature, l'humiliation était immense. Il avait sacrifié sa vie pour la cause, enduré 27 ans de prison, pour revenir et découvrir que sa femme le trompait avec un homme beaucoup plus jeune. Deuxièmement, et peut-être plus grave encore, la lettre contenait des critiques acerbes envers Nelson Mandela lui-même. Winnie y aurait reproché à Mpofu de courir après les vieux comme Mandela et son ami Walter Sisulu, suggérant qu'ils étaient dépassés. Elle y exprimait sa frustration et son sentiment d'être mise à l'écart, non seulement par son mari, mais aussi par l'établissement de l'ANC. Cette lettre était la preuve tangible de tout ce que Mandela ressentait: le manque de respect, la trahison personnelle et la divergence politique. Ce n'était plus une simple affaire d'adultère. C'était une attaque frontale contre son autorité, sa personne et son héritage. Pour un homme qui avait tout sacrifié pour sa famille et son pays, découvrir que sa femme le méprisait à ce point, tout en le trompant, fut le coup de grâce. Le 13 avril 1992, lors d'une conférence de presse empreinte de dignité et d'une tristesse palpable, Nelson Mandela annonça leur séparation. D'une voix lourde, il déclara: « Compte tenu des tensions qui sont apparues en raison de divergences entre nous sur un certain nombre de questions au cours des derniers mois, nous avons mutuellement convenu qu'une séparation serait préférable pour chacun de nous. » Il prit soin de rendre hommage au rôle de Winnie dans la lutte, mais le message était clair. Le mythe était terminé. Le procès en divorce. L'épilogue douloureux. La séparation ne s'est pas transformée immédiatement en divorce. Ce n'est qu'en mars 1996, alors que Mandela était président de l'Afrique du Sud, que l'affaire fut portée devant les tribunaux. Le procès fut un épilogue public et douloureux à leur histoire. Winnie, initialement, contesta le divorce, forçant Nelson Mandela à venir témoigner. Son témoignage, bref mais poignant, révéla la profondeur de sa solitude et de sa douleur. Il déclara à la cour: « Depuis que je suis rentré de prison, pas une seule fois Madame Mandela n'a partagé ma chambre. Je suis l'homme le plus seul qui soit. » Il parla de son infidélité éhontée et de son désir de mettre fin à ce mariage de façade pour retrouver la paix. Le juge rejeta la défense de Winnie et accorda le divorce. La bataille s'est alors déplacée sur le terrain financier, Winnie réclamant la moitié de la fortune de Mandela, estimée à plusieurs millions de dollars. Cette demande fut également rejetée, le juge estimant qu'elle n'y avait pas droit. Cet ultime conflit public acheva de dépeindre une image de Winnie comme une femme plus intéressée par l'argent et le statut que par la réconciliation avec l'homme qui avait partagé son nom pendant 38 ans. Conclusion. La tragédie de deux icônes brisées par l'histoire.
Le divorce de Nelson et Winnie Mandela est bien plus qu'une simple histoire de rupture amoureuse. C'est une tragédie sud-africaine, un microcosme des douleurs et des contradictions de la lutte contre l'apartheid. Il n'y a pas un seul coupable. Il y a deux victimes d'un système qui a détruit des millions de vies et de familles. Nelson Mandela est sorti de prison transformé en un sage visionnaire, prêt à pardonner pour construire une nation. Winnie Mandela, elle, a été forgée dans le feu de la répression directe, devenant une guerrière inflexible, marquée à jamais par la violence qu'elle a subie et parfois exercée. La lutte qui les avait unis idéologiquement les avait en pratique façonnés en deux êtres incompatibles. Les controverses entourant Winnie, en particulier l'affaire Stompie Seipei, ont créé une fracture morale que la loyauté de Mandela ne pouvait combler. Le choc des personnalités et des modes de vie à leur réunion a révélé qu'ils étaient devenus des étrangers. Finalement, la liaison avec Dali Mpofu et la lettre qui l'accompagnait n'ont été que l'étincelle qui a mis le feu à une poudrière de décennies de douleur, de ressentiment et d'incompréhension. L'image emblématique de leur sortie de prison main dans la main reste un puissant symbole d'espoir. Mais la réalité qui se cachait derrière était celle d'un amour érodé par le temps, brisé par la violence et finalement anéanti par l'incapacité de deux icônes, façonnées différemment par la même histoire brutale, à retrouver un chemin commun. Leur histoire nous rappelle le coût humain, immense et souvent invisible, des grandes luttes pour la liberté. C'est tout pour aujourd'hui. Partagez vos idées, vos réflexions, vos espoirs dans les commentaires ci-dessous. Votre avis est précieux et enrichit le débat. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si elle vous a plu et bien sûr, abonnez-vous à Planète Info TV pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses percutantes sur les enjeux qui façonnent notre monde. Merci et à la prochaine.